vraiment, je voudrais qu'on ait un moment voilà, pour écouter la restitution et ensuite passer à la seconde table. Le temps que mes camarades montent sur scène, dire en deux mots pourquoi c'était important pour nous d'avoir ces ateliers. C'est simplement dans une perspective d'éducation populaire. On avait vraiment envie de mettre en avant nos vécus en tant que citoyennes, citoyens, individus, et qu'on considérait que c'était aussi important que l'expertise de militantes et de militants aguerris ou que de sociologues. Donc on accueille le premier groupe qui est anticolonialisme, Palestine, Congo, Kanaki, entre autres sujets. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Alors, on a dit 1000 choses, donc on ne va pas vous dire les 1000 choses. En 2027, on a pris le pouvoir et vous savez ce qu'on a fait ? Eh ben, on a commencé à démanteler l'empire. Comment on a dit ? On a mis en route le démantèlement de l'impérialisme français. Voilà. Ouais. Et du coup, il manquait plein de thèmes en fait, parce que notre atelier c'était Palestine, Kanaki, Congo, mais en fait on avait peut-être un peu oublié Guyane et puis plein d'autres endroits. Donc voilà. Et ça, on le fait sans paternalisme et en disant bien que l'enjeu c'est de devenir souverain avant d'être indépendant. Donc on ne va pas vous raconter tout ce qu'on s'est dit. La seule chose qu'on va vous dire, c'est ce qu'on fait demain, parce que ça vous concerne. Demain, tout le monde dehors pour les flottilles. Demain aussi, on continue ce qu'on fait là. Donc, on continue ces espaces. Et puis, demain, on montre ce que fait la France en Kanaki, en Palestine, au Congo, en Guyane et dans le reste du monde. Bonjour à tous. Alors nous, le thème c'était l'islamophobie et le racisme d'État. Donc dans les constats, on faisait un lien clair avec le colonialisme justement. Et l'état actuel des choses était les nombreux traumatismes de contrôle au faciès, l'intensification du racisme progressif depuis les dernières années, la diffusion généralisée dans les consciences par le biais des médias. Il y a une essentialisation en fait des personnes racisées qui est quasi quotidienne. Donc voilà. Et puis il y a une armada de lois aussi qui venait renforcer la répression. Enfin, disons comment je peux le dire, les lois qui étaient discriminantes en fait envers les personnes pratiquant ou, leur religion et notamment l'islam. Donc le constat que nous, on a fait pour agir était suivant. Sur les constats, il faudrait rendre plus visible ou en tout cas pouvoir documenter au minimum les crimes racistes qui sont commis en France aujourd'hui. Revenir à une sorte d'indignation, parce qu'à force de laisser ces crimes banalisés et de ne pas réagir, on permet leur multiplication. Et surtout, et je pense que ça va être discuté par la suite sur la seconde table, ça serait de remettre le sujet de l'islamophobie au centre des discussions à gauche, même s'il y en a qui ne veulent pas en discuter et que ça reste un sujet qui est évité, pouvoir y aller frontalement et clarifier les positions. Merci. Et je rajouterais juste qu'on avait mis en avant aussi de créer des espaces, de faire bloc sur toutes les forces disponibles pour créer des espaces pour les victimes de ces discriminations et victimes de l'islamophobie ou du racisme d'État pour pouvoir agir, comptabiliser aussi les faits concrets et rendre visible leurs paroles à eux aussi et pouvoir agir tous ensemble, ce qui rejoint le thème d'aujourd'hui. Nous, on était l'atelier sur les services publics, donc on a commencé par faire un état des services publics aujourd'hui, donc la privatisation, le mélange entre privatisation et le public qui rend un peu, dont la frontière est parfois compliquée. On a parlé dans différents domaines, dans les transports, dans les transports, dans l'école, dans l'hôpital. Voilà. Donc on s'est dit que si on arrivait à avoir des services publics idéaux,
On voudrait qu'il y ait des logements pour tous et toutes accessibles, que les gens puissent payer, que le facteur humain soit mis avant le facteur financier dans les services publics, que ce soit des services qui soient proches des gens, accessibles à tous, qu'il y ait moins de concurrence avec le privé, et des services publics avec des humains pour que tout le monde puisse y avoir accès et qu'on ait vraiment, qu'on soit vraiment en lien avec des humains et pas forcément des machines, où il y a aussi toute une barrière du numérique, etc. Et on s'était dit aussi des financements choisis par les travailleurs et travailleuses eux-mêmes, que ce soit pas quelque chose de descendant où un ministère dit il faut il faut tant de millions pour l'hôpital, alors qu'ils sont totalement en dehors de ces services. Pour arriver à ça, on a dit qu'il fallait tout changer, qu'il fallait faire la révolution, qu'il fallait aller chercher l'argent où il y en avait. Après, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait plus de participation des personnes concernées, arrêter le clientélisme, valoriser le statut de fonctionnaire, recréer du commun et de la solidarité, ne pas diaboliser des corps de métier, faire de la sensibilisation, plus de justice sociale. Ce qu'on fait demain, aller à la rencontre des gens, faire des concertations citoyennes, faire la grève et avoir un service public de l'information et des médias. Je crois que c'est... Et nous, c'était le dernier atelier qui était sur la classe, le genre et la race. On est parti de nos vécus qui étaient juste vivre la violence quotidienne d'être victime de transphobie, de racisme, de sexisme au quotidien, mais qui est le résultat de la violence politique en général, des politiques patriarcales, politiques racistes, politiques capitalistes. Et que, en fait, ces politiques-là, elles ont tendance à nous mettre en opposition et que c'est vraiment difficile de croiser ces luttes. Mais on a juste constaté de la joie qui arrive quand c'est possible, quand il y a des mobilisations convergentes comme aujourd'hui pendant la marche et puis ici à Faire Bloc, Faire Peuple. Et que cette joie, elle efface néanmoins pas la colère d'avoir été assigné à ces places-là et de voir tout ce que ça implique sur nos corps et nos vies, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe si ça va mieux et si on a réussi à prendre le pouvoir ? Plus de mixité dans tous les espaces, pouvoir être vraiment ensemble, pouvoir vraiment faire peuple. Avoir un mode de vie qui change, accepter qu'on vivra peut-être moins mais qu'on partagera et qu'on vivra mieux tous ensemble. Évidemment, fin de la guerre, du génocide, de la famine, et que les valeurs de justice et d'égalité, elles se réalisent mais concrètement, quotidiennement et pas juste sur les frontons des mairies et des écoles. Du coup, comment on fait pour arriver à ça ? Alors on a dit changer de gouvernement, à minima, changer nos mentalités, apprendre à vivre ensemble, mettre en commun nos pratiques, apprendre à s'écouter, instaurer des réels rapports de force, y compris en arrivant à faire venir des gens qui ne sont pas militants dans les luttes, et avoir des espaces d'éducation qui soient plus participatifs et plus dynamiques. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait demain ? On crée des espaces autogérés pour se rencontrer, pour apprendre ensemble. On rejoint les mouvements de boycott pour que le boycott soit massif, pour pouvoir stopper le sionisme et retrouver de l'autonomie. Et puis on gagne des luttes qui sont d'abord petites et puis ensuite on les massifie et on fait la grève générale. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer l'activité qu'on a fait derrière, là-bas. Du coup, c'est pour le capitalisme, l'écologique et l'impérialisme. Alors, les vécus, les vécus qu'on a vécus là pour l'instant qu'on vit. Donc, soucieux de la nature plus approvisionnement des sols, héritage familial, avenir enfant, c'est pour moi du coup, c'est de mon côté. Sentiment d'impuissance, comment sortir du système sans sortir du monde social, sentiment d'exploitation du monde du travail. Voilà, qu'est-ce qu'on sera en 2027 si Macron part ? Voilà, après toutes les manifs qu'on fait. Alors, baisser les taxes, augmenter le pouvoir d'achat, fin des ultra-riches, les exploitations de proximité bioéthiques, repeuplement des campagnes sont bétonnées,
gratuité de la santé dans les parkings des hôpitaux, nourriture, transport, fin des colonies, arrêt de l'exploitation humaine, de la surexploitation des ressources naturelles, régularisation des sans-papiers, limiter les profits des entreprises, droits des enfants et des solutions qu'on peut trouver. Alors la suppression des taxes, donc la fin des ultra-riches, gratuité service, revenu universel, fin des présidents, convention citoyenne, je sais pas, avec gardien parole, je vois pas, circuit court, taxé produits extérieurs, douane, ressources naturelles payées à sa juste valeur, modération, équilibre, respect jour de dépassement, fin des colonies, fin des prisons, plus de justice, plus d'oppression, plus de prise en charge psychologique. Je vous laisse parler. C'était quoi le répression, violence policière? Allez-y les amis. Du coup, on était un groupe pas très nombreux et par rapport à d'où on parle et où on se situe, on était un groupe qui était majoritairement blanc ou avec un passing blanc. Donc, ce qui est important de souligner vis-à-vis du thème, parce que du coup, on a plutôt parlé du vécu dans les luttes. Mais c'est important de rappeler que les violences policières et la répression policière, elles sont quotidiennes pour les personnes notamment racisées qui ne sont pas dans les luttes, juste qui existent dans notre société et qui font face à la violence du système policier, pénal et carcéral. Voilà, juste pour préciser, nous, c'était pas le cas des personnes de l'atelier, donc ça limite aussi les sujets dont on a pu parler en connaissance de cause. Et vis-à-vis du vécu par rapport aux violences policières, il y avait à peu près 2 teams dans notre groupe. Une team qui était dès le départ très, on va dire, anti-police. Et tous les vécus qu'on a pu avoir, ça a confirmé ça. Et peut-être tu peux parler de la deuxième. Oui, parce qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui, suite à du coup ce rapport à la police à l'échelle individuelle dans le cadre... Est-ce qu'on m'entend? Oui, ok. Il y a aussi des personnes du coup qui, suite à leur vécu à l'échelle individuelle dans le cadre de lutte, ça leur a permis d'être politisé sur le sujet et d'ouvrir les yeux sur d'autres aspects de la police, notamment sur des questions de racisme. Dans l'ensemble aussi, ce qu'on a constaté, c'est que la gravité de la violence de la police dans nos sociétés, ça nous conduit aussi à rendre tolérable. Enfin, en tout cas, quand on a parlé de quelle violence on avait subi, on est beaucoup à avoir dit on n'a pas subi de violence. Pour beaucoup, on est blanc, on n'a pas subi de violence. Et d'autres ont dit, en fait, juste le fait de se faire gazer, ça devrait pas être normal, de se faire fouiller, de subir des contrôles d'identité quand on fait une action ou autre. Ça permet ça fait taire les luttes et c'est déjà un problème en soi, même si bien évidemment, c'est pas le summum de la violence et que d'autres subissent la violence à des niveaux bien plus élevés. Ouais. Par rapport à ça, par exemple, c'est mon cas qui a subi des violences policières bien plus graves, mais pour autant, en fait, j'ai pas envie. Je trouve que c'est plutôt dangereux de vouloir séparer et de dire que certaines violences n'en seraient pas et que certaines personnes qui ont été victimes de violences policières ne seraient pas victimes, alors qu'en fait, c'est le cas. Après, il y a des vécus qui sont différents, bien sûr. Après, du coup, quand on a parlé de 2027, on a plutôt opposé 2 visions. Donc, il y a forcément la vision plus réformiste, la vision plus abolitionniste directement de la police. Sur la vision abolition, c'était une vision assez large. Abolition du système pénal d'une manière générale.
parce que les systèmes répressifs dans notre société sont liés. Donc on parle des violences policières, mais on n'oublie pas évidemment les violences carcérales, les violences judiciaires, et le fait que l'institution policière est liée à l'institution carcérale et à l'institution judiciaire, et que ces trois systèmes vont ensemble pour oppresser la population et certaines catégories de personnes en particulier, et que il y avait cette vision qui était de dire on doit trouver des solutions. Chaque citoyen, chaque citoyenne, on dit citoyen, citoyenne, mais c'est souvent rattaché à une notion de nationalité, et évidemment que on entend par citoyen et citoyenne, y compris les personnes sans papier. Mais en tout cas, toute personne dans la société doit pouvoir réfléchir à une manière de faire société tous ensemble, d'être en sécurité. Et là, on parle de la sécurité effective, pas des délires sécuritaires où on nous fait croire qu'on n'est pas en sécurité, mais voilà, juste d'assurer une sérénité dans la population qui ne dépendrait pas d'une institution, qu'elle soit judiciaire, policière, de la prison. Donc voilà, il y avait cette vision qui est d'abolir ces institutions qui sont problématiques en elles-mêmes, et de faire autrement, de réfléchir à des alternatives qui permettraient de supprimer ces institutions et d'avoir des alternatives citoyennes, entre guillemets. Et du coup, il y avait une autre vision. Alors, c'est pas exactement une autre vision. En fait, on avait plutôt un accord sur le fait que, d'un point de vue théorique, dans l'idéal, l'abolition de ce système, du système pénal, du système policier, du système carcéral, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir porter. Mais en fait, cette vision, elle était plutôt dans le fait de ne pas vouloir séparer la question réformiste et la question abolitionniste, parce que dans les faits, des réformes pourraient permettre à des luttes, y compris des luttes pour l'abolition de la police, de mieux se structurer, de mieux lutter si on fait face à des répressions qui sont trop fortes. Et de toute manière, s'il y a un mouvement abolitionniste qui est très fort, c'est évident que la bourgeoisie va lâcher du lest et va mettre en avant des réformes du système pour essayer de le rendre plus vivable et plus acceptable. Donc pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble, et il peut y avoir des désaccords du coup plus là-dessus. Il me semble que vous disiez que ça pourrait réduire la politisation au travers de... C'est ça ? Il y a des questions organisationnelles qui étaient, de comment on fait pour parvenir à l'abolition, en gros, et il y avait l'idée de se dire que peut-être, certains pensaient que le réformisme peut permettre de parvenir à l'abolition par étapes et de permettre à ces luttes d'avoir une place plus importante, ça. Et une autre vision qui était de dire peut-être que le réformisme, le risque, c'est de rendre, par exemple, en faisant qu'il y ait moins de violences policières, de se dire finalement, est-ce que c'est un problème, la police, alors que oui, c'est un problème en soi, et le risque du réformisme, ce serait de rendre acceptables les institutions qui auraient été réformées, du coup, en gros. Je crois que c'est ça. Ouais. Et du coup, pour... qu'est-ce qui a rendu... bref. Désolée, je me suis un peu perdue. Mais l'idée, ce serait d'avoir conscience que chacun et chacune d'entre nous peuvent porter des revendications vis-à-vis de comment on assure la sécurité de chacun d'entre nous. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par déconstruire, par l'éducation, notamment au racisme, à la culture du viol, et faire en sorte qu'on soit à même de reconnaître ces processus, qu'on soit formé à ça, qu'on puisse faire de l'autodéfense de nos camarades, de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, sans dépendre d'un État qui l'assurerait pour nous. Ça passerait aussi peut-être par la formation de personnes formées à résoudre les conflits, sans que ce soit à travers une institution, toujours policière ou autre. Et aussi évidemment,
on part du principe que si la société offre un cadre meilleur à tout le monde, s'il n'y a plus de précarité, si on parvient à réduire les inégalités, les injustices, de fait, beaucoup de ce qu'on catégorise comme des crimes ou des délits actuellement disparaîtront d'eux-mêmes sans qu'on ait besoin de faire intervenir une institution qui les résoudra pour nous. Et après, il y avait aussi des propositions dans une démarche plus de réforme de l'institution à court terme. C'est ça ? Voilà, donc si on considère que la réforme peut être un pas vers des plus grandes victoires et vers à terme une abolition, il y a des mesures toutes assez populaires, comme par exemple la dissolution de la Bravem, la dissolution de la BAC. C'est des choses qui vont parler à beaucoup plus de gens. Et pour ce qui est des méthodes aussi, on avait parlé de combattre tous les mythes sécuritaires, tous les mythes autour de la répression et de sa prétendue efficacité et de sa prétendue place inévitable dans notre société. Et ça passe par du coup un travail militant qui vient remettre ça en question. Et voilà, je crois que c'est tout. Enfin, merci. C'est bien. Merci beaucoup.